Bonjour à tous. Je pense que vous êtes en train de vous connecter petit à petit. Bienvenue pour ce webinaire sur les défis de la CSRD pour les directions achats. Je vois que de nombreux participants sont en train de se connecter. On va attendre quelques secondes pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Peut-être qu'en les attendant, ceux qui sont déjà connectés peuvent nous dire un mot dans le chat et nous dire quel poste vous occupez, peut-être quel secteur d'activité, dans quel secteur d'activité vous opérez, ce qui nous permettra de voir un peu qui est là. Je ne vous entends pas, suis-je la seule? Ah, Alors, il y a Clémence ne quelqu'un qui nous a entend répondu. pas. Ouais. Ouais, Industrie, donc je pense que Gaëtan le est truc dans là. l'industrie. Mm. Ouais, je pense que pareil ici. Il y a plusieurs personnes qui nous entendent pas. Mhm. J'entends bien, d'autres entendent bien. Alors, ça doit être chez vous. Regardez les paramètres de micro et de son. Merci à ceux qui confirment, qui nous entendent bien. Alors, on a des personnes de l'industrie, du textile. Télécom, hôtellerie, assurance, biologie. Vaste panel. Oui, beaucoup de monde. Alors, vous êtes nombreux connectés. Alors, j'ai vu qu'il y a une question. Chargé de mission RSE. Ok, je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Donc, bienvenue à tous. Je suis très contente de vous accueillir pour ce troisième webinaire qu'on dédie à la CSRD. Donc, je suis Sophie Pin. Je fais partie des experts du cabinet des enjeux et des hommes qui accompagnent les acheteurs pour répondre aux grands défis de la durabilité. Et aujourd'hui, on va aborder la CSRD sous un angle un peu différent, sous l'angle des achats, et on va voir ensemble quel rôle jouent les directions achats dans la réalisation de la CSRD et comment elles peuvent prendre leur place dans les réflexions stratégiques qui sont nécessaires pour la CSRD. Pour illustrer ce sujet, on fera un zoom sur la thématique des travailleurs de la chaîne de valeur, parce que c'est quelque chose qui vous concerne directement en tant que direction achat. Avant de démarrer, certains ont pu tester le chat. Vous pourrez poser vos questions, faire des remarques, interagir avec nous via le chat de Zoom, mais sachez qu'on ne vous voit pas et qu'on ne vous entend pas. Si jamais vous avez un problème technique, comme les personnes qui ne nous entendaient pas tout à l'heure, sachez que le webinaire sera enregistré et rediffusé sur notre chaîne YouTube. Alors, avant de commencer, je voudrais préciser que ce webinaire est organisé par notre cabinet de conseil et de formation des enjeux et des hommes. Bon, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on existe depuis 20 ans maintenant et on est des spécialistes de la RSE. On travaille depuis 20 ans sur le sujet et nos offres sont organisées autour de trois grandes expertises: le conseil en stratégie, les formations qui occupent une grande partie de nos activités et puis l'accompagnement opérationnel dans les métiers. Et on peut citer l'accompagnement sur les achats responsables. Notre objectif, c'est de toujours rester en réponse aux évolutions des demandes et en phase avec les attentes des entreprises et des dirigeants. On est un peu plus de 40 consultants formateurs aujourd'hui pour vous accompagner et on fait partie du groupe EcoCert, qui est un groupe leader de la certification bio. Depuis 2 ans, on accompagne des clients de tout type, de toute taille, de tout secteur pour mettre en place la CSRD. Et alors aujourd'hui, on a eu une contrainte d'agenda et Olivier n'est pas avec nous, mais on a la chance d'avoir Marie-Laure Le Chevalier, qui pilote l'équipe qui accompagne les entreprises sur la CSRD et que je suis ravie d'accueillir. Bonjour Marie-Laure et bienvenue. Merci, bonjour Sophie, bien ravie d'être là en tout cas et de partager ce webinaire avec vous et nos expertises complémentaires. Donc on va voir que CSRD et achat vont de pair et on sera ravis voilà, d'avoir cette complémentarité pour ce webinaire. Super. Donc, le programme de cette heure de webinaire, on vous propose d'abord de faire le point sur la CSRD et le rôle
qu'auront les achats dans ces projets-là. Et puis, comme annoncé tout à l'heure, on fera un zoom pour aller voir exactement ce qu'on vous demande dans la CSRD en prenant l'exemple de l'ECSRSS2 sur les travailleurs de la chaîne de valeur. Ensuite, on prendra un temps pour vous partager nos recommandations pour que la CSRD soit une réussite et que les achats l'utilisent aussi pour renforcer leur démarche d'achat responsable. Et on gardera un temps d'échange à la fin pour réagir, rebondir, répondre aux questions que vous aurez mis dans le chat. Donc, on prendra vraiment vos questions et vos remarques en compte dans cette partie échange, mais n'hésitez pas à réagir au fur et à mesure de ce webinaire. Alors, commençons avec la première partie. Je vous propose qu'on se remette en tête ce qu'est la CSRD. Marie-Laure, est-ce que tu peux nous expliquer ce que cette nouvelle directive propose aux entreprises et impose aux entreprises et quelle en est la finalité? Avec grand plaisir. Donc, on va voir que ce qui est important, c'est que la CSRD, bah, elle va imposer de travailler sur la chaîne de valeur et les acheteurs que tu connais bien, Sophie, ont donc une vraie opportunité de faire la différence. Ce qui est important de retenir, c'est que la CSRD, c'est pas un texte tout seul, il fait partie du Green Deal, donc il y a un ensemble de réglementations qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Europe d'au moins 55% d'ici 2030 et l'objectif est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, il y a tout un corpus de législation qui est mis en place pour atteindre justement cette ambition. Donc aujourd'hui, les grandes entreprises et les entreprises qui sont en tout cas cotées ont un certain nombre d'obligations, dont la CSRD. Donc la CSRD, c'est cet exercice de reporting extra-financier qui va obliger les entreprises à reporter sur un certain nombre d'enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance qui sont importants pour eux. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une transparence sur un nombre de sujets et d'être en mesure ensuite de pouvoir comparer les organisations par rapport à une autre. Et en plus de cette CSRD, donc, il y a la taxonomie qui est importante à retenir, qui est un autre texte qui va permettre aux organisations de dire si elles ont des activités durables ou pas et quel est le pourcentage associé, avec un certain nombre d'indicateurs qui sont liés. Donc, ces deux textes de transparence sur les activités durables et sur les enjeux qui sont matériels et l'importance des sujets de durabilité vont venir aussi s'intégrer avec la CS3D, donc le devoir de vigilance européen dont parlera Sophie ultérieurement. Et la finalité de ces textes, ils sont multiples, mais vraiment, l'ambition, c'est de permettre aux investisseurs surtout de faire les bons choix stratégiques, et puis aux consommateurs et aux utilisateurs finaux, de faire des choix éclairés pour leurs achats. Un petit mot donc sur les objectifs de la CSRD qui sont ambitieux. À moyen terme, l'objectif est que la CSRD, c'est vraiment que l'extra-financier et le financier soient au même niveau. Donc, il y a une ambition qui est forte. Et pour ce faire, il y a vraiment un prisme commun qui a été créé, une grille de lecture, si vous voulez, pour harmoniser les pratiques et être en mesure de comparer les entreprises les unes aux autres. Donc ça, ce que vous voyez, c'est vraiment le prisme global qui va s'appliquer pour le reporting et qui s'applique à toutes les organisations. Donc, on a un certain nombre de sujets assez génériques, comme la gouvernance, voilà, sur lesquels les entreprises vont devoir reporter, mais aussi des sujets qui sont organisés de manière assez classique sur des thématiques, donc sur l'environnement, sur le social et sur la gouvernance. Et ces sujets-là sont eux-mêmes divisés dans des sous-sujets. On le verra sur l'illustration derrière des travailleurs de la chaîne de valeur. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que en plus de ce socle générique que vous voyez là qui s'applique à tous sur le graphique, il va y avoir aussi des normes sectorielles qui vont sortir et qui vont s'appliquer à certains secteurs et venir en sus de ces dispositions qui sont déjà en place. Et au-delà de ça, on demande quand même aux organisations de réfléchir à ce qui est spécifique à leurs organisations, parce que chaque entreprise a une culture différente, des implantations qui ne sont pas les mêmes, des activités qui sont voilà, qui peuvent comporter différents risques, opportunités et impacts, on le verra par la suite. Et donc, c'est vraiment, voilà, il faut voir que c'est une ambition qui est forte et qui porte sur différentes choses. Sur l'attendu du reporting, il est organisé de manière assez classique avec 4 domaines. Donc, on va demander aux organisations de donner des informations sur la gouvernance, sur la stratégie qui sont mis en place, et puis aussi sur la manière, la mise en œuvre, et puis les objectifs et les cibles qui sont associés à ce plan d'action. Donc ça, c'est organisé de manière assez classique. Et il y a un nombre de points de données qui peut faire peur, 1200 points de données. Pour vous rassurer tout de suite, l'idée, c'est pas de reporter sur ces 1200 points de données en finalité, mais c'est vraiment de reporter sur les enjeux qui sont importants pour l'organisation. Donc ça va déjà permettre de sélectionner sur quels indicateurs vous devez reporter. Et il faut garder en tête que près de 2 tiers des indicateurs sont qualitatifs.
Donc ça, c'est important parce que c'est pas, voilà, c'est pas le même degré aussi d'exigence qu'on a. Et c'est un texte qui s'inscrit vraiment dans la durée. C'est une démarche progressive. On le verra concrètement sur l'application de la chaîne de valeur. Donc, on ne pouvait pas ne pas parler de double matérialité. Pourquoi? Parce que c'est le socle absolument indispensable à l'exercice de, de reporting CSRD. C'est une nouvelle paire de lunettes. C'est un double prisme qu'on prend pour appréhender les enjeux de durabilité, donc les enjeux sociétaux, environnementaux et de gouvernance. D'un côté, on va demander à l'organisation de regarder quels sont les impacts de l'entreprise sur l'environnement et sur la société. Donc ça, c'est vraiment la matérialité d'impact. Et on va avoir une autre lecture qui est de comprendre quelles sont les incidences sur les flux financiers de l'organisation. Donc, c'est vraiment la matérialité financière. Et donc là, c'est de comprendre en quoi les enjeux de durabilité peuvent avoir des incidences financières sur l'organisation. Donc ça, c'est absolument essentiel parce que tous les enjeux qu'on a vus précédemment, les différentes catégories d'enjeux, on va demander à l'organisation de se poser au travers de ce double prisme. Et c'est cette double lecture qui va permettre d'identifier quels sont les enjeux matériels sur lesquels l'entreprise doit reporter et donc de définir les indicateurs qui devront faire partie du rapport de durabilité. Euh, Quelle que soit la taille de l'entreprise, la marche est assez haute pour la CSRD. On voit qu'elle bouscule vraiment la manière dont les entreprises vont intégrer la durabilité, et ce, notamment à différents égards dont on va parler juste maintenant. La compréhension de la chaîne de valeur, ça c'est absolument essentiel. Évidemment, on fera un zoom sur ce sujet-là. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que on va demander aux organisations d'avoir une démarche prospective, donc vraiment de s'interroger sur la vision qu'a l'organisation des enjeux de durabilité et d'imaginer les différents scénarios qui vont avec pour les modéliser et prendre les partis pris stratégiques qui sont nécessaires à l'organisation. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que sur tous les enjeux qu'on a balayés rapidement avant et sur lesquels on reviendra en détail, les entreprises vont devoir évaluer un certain nombre de choses sous le double prisme, donc sous le prisme de la double matérialité, et d'identifier d'une part, quels sont les impacts que l'organisation a sur la société et l'environnement, donc qu'ils soient positifs ou négatifs, et d'autre part, les incidences financières. Donc, qu'est-ce que ça va créer comme risque et comme opportunité sur l'organisation? Donc, c'est réglementé, cette évaluation. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a différents critères qui sont en place pour définir finalement l'importance de ces sujets. Et c'est ce qui va déterminer l'exercice de reporting par la suite. Et cette cotation, donc cette évaluation, on va demander de la faire au niveau du siège, au niveau voilà, des différents sites, au niveau des différentes activités. Donc, ça complexifie un petit peu la manière dont vont être évaluées les choses. Et puis, un des éléments qui change drastiquement, bah, c'est le nombre de points de données dont on vient de parler. On en fera un zoom un peu plus particulier derrière. Donc, on va en parler en détail et montrer concrètement qu'est-ce que ça peut représenter pour les acheteurs. Mais la CSRD, comme je le disais auparavant, elle va vraiment nécessiter de comprendre toute la chaîne de valeur. Donc, la chaîne de valeur dans son ensemble. Donc, aussi bien les activités amont que les activités en aval et évidemment ce qui se passe au cœur de l'organisation. Donc là, c'est un exemple de représentation graphique. Hein. Il y en a plein qui sont en train de sortir, où vous voyez toutes les activités qui sont représentées. Vous voyez aussi que les différentes parties prenantes sont représentées sur ce graphique. Donc, c'est un exemple d'Ostred, qui est un leader et d'énergie renouvelable offshore. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'au-delà de la compréhension de la chaîne de valeur, on va demander aux organisations vraiment de comprendre quels sont les enjeux de durabilité qui sont clés sur la chaîne de valeur. Donc là, typiquement, c'est un petit peu petit, mais juste pour vous illustrer, on voit que Ostred, donc, qui fait notamment beaucoup de plateformes éoliennes offshore, un des enjeux clés qu'elle a, c'est sur l'amont de sa chaîne de valeur et notamment sur l'utilisation des ressources qu'elle fait. Donc là, c'est vraiment un impact négatif qui est important, notamment sur la planète, mais ça représente aussi un risque majeur d'approvisionnement avec le risque finalement de ne pas avoir de disponibilité des matières premières et des différents composants. Donc, on va vous demander une compréhension de la chaîne de valeur et puis l'évaluation concrète sur l'impact et sur les incidences financières que ça peut avoir dans l'organisation.
ce qui est vraiment clé à retenir, c'est que la CSRD, elle demande aux organisations donc, leur responsabilité sur les activités, mais elle va bien au-delà, comme on l'a vu, sur la chaîne de valeur. C'est une démarche progressive. On n'attend pas que l'organisation sache tout de suite sur toute sa chaîne de valeur et qu'elle soit en pleine maîtrise et voire visibilité des différents impacts, risques et opportunités qu'elle peut avoir sur sa chaîne de valeur. Ça peut sembler tentaculaire à première vue, mais il faut vraiment avoir une approche pragmatique. Ce qui est à retenir, c'est qu'il y a une flexibilité les 3 premières années, en tout cas sur les informations qu'on va aller chercher sur la chaîne de valeur. Donc, les entreprises, elles vont devoir, si les enjeux sont importants pour son organisation, en tout cas chercher à avoir des données, à montrer qu'il y a des efforts et à expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu obtenir de données éventuellement et appréhender comment est-ce qu'elle projette finalement d'obtenir ces données à l'avenir. Donc, c'est vraiment une démarche progressive à retenir. Ce qui est aussi clé, c'est que ça va se centraliser sur un peu les hotspots, j'ai envie de dire, mais sur les éléments qui sont vraiment problématiques, qui sont importants. Donc, vraiment sur les questions essentielles de la chaîne de valeur. Voilà, vous n'allez pas aller appréhender chaque micro-risque, opportunité ou impact de votre chaîne de valeur. L'idée, c'est quand même d'avoir une ambition, enfin une approche macro des enjeux clés. Et puis, le niveau de responsabilité, bah, il va dépendre aussi forcément de la maturité, de la taille et du secteur de l'entreprise, par exemple. Donc, il va falloir trouver le bon niveau de profondeur de l'évaluation de la chaîne de valeur. Si vous êtes une multinationale, vous avez probablement une bonne visibilité des fournisseurs sur les enjeux de durabilité des fournisseurs de rang 1, voire 2 et 3. Vous réalisez probablement des audits. Par contre, si vous êtes une ETI qui n'a pas voilà, une forte politique RSE en place, ce qu'on va vous demander, c'est au moins d'identifier les dépendances fortes que vous pourriez avoir, par exemple, sur un produit stratégique ou des produits chimiques clés qui sont utilisés pour un fournisseur. Donc, la finalité, en tout cas, c'est d'avoir une meilleure transparence sur la chaîne de valeur, d'avoir une approche pragmatique et d'avoir le plus de visibilité, de faire le lien avec vraiment le périmètre opérationnel de l'entreprise. Donc, ça, c'est important. Et juste pour vous rendre compte de jusqu'où on doit aller, c'est qu'il y a quand même une limite, c'est sur le nombre d'informations à aller chercher. Ce que disent aujourd'hui les textes, c'est qu'on ne pourra pas aller demander, notamment aux fournisseurs, plus d'informations que les textes qui sont en train d'être sortis et qui sont ajustés pour les PME, parce qu'il y a des textes qui sont adaptés pour les PME ou qui vont être moins ambitieux que pour les grandes entreprises. Donc, on ne pourra pas aller demander aux fournisseurs plus que ces informations-là. Donc, c'est quand même un garde-fou, en tout cas, sur le nombre d'informations à aller chercher. Sophie, je pense que tu peux. Ouais. Ouais, extra. Donc, on va prendre un exemple qui parle sûrement à beaucoup d'entre vous, j'imagine, mais c'est le scope 3 du bilan carbone. Donc, ce sont pas de secret, j'imagine, pour vous, mais c'est vraiment les émissions de gaz à effet de serre d'une organisation qui prend en compte évidemment les activités sur le scope 1 et 2, donc le scope sur le périmètre, hein, mais aussi sur le périmètre 3, donc l'amont et l'aval de la chaîne de valeur. Ce qu'on demande aux entreprises à travers du bilan carbone, ben, c'est d'aller chercher des informations qui résultent justement notamment des fournisseurs en amont et puis des clients en aval. Donc, on va étendre les informations au-delà du prisme même de l'entreprise. Et ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le périmètre 3, en tout cas en termes de carbone, c'est là où c'est ce qui émet le plus de CO2 pour les organisations. Ça peut aller jusqu'à plus de 90%. Donc, c'est vraiment là où il y a de l'impact et c'est aussi là où l'information est la plus compliquée à aller chercher. Donc la CSRD, elle va en quelque sorte aller vous demander de contribuer, en tout cas, au scope 3 élargi, c'est-à-dire pas seulement sur le carbone, mais aussi sur un certain nombre de sujets comme la pollution ou la biodiversité, et d'aller chercher ces informations-là sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Mm. On a vu tout à l'heure qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui sont dans le secteur de l'industrie. Je pense qu'ils seront tout à fait d'accord avec ce que tu dis et qu'ils ont pu voir dans leur bilan carbone l'importance du scope 3 dans les impacts carbone en tout cas. Et c'est vrai qu'on bah oui, on voit que dans une grande majorité, enfin, dans un grand nombre d'entreprises, le scope 3 est très très représentatif. C'est aussi une des raisons qui fait que les directions achats, elles ont pris un rôle de plus important dans les entreprises et un rôle stratégique de plus en plus important. Aujourd'hui, on voit que les directeurs achats ou directrices achats sont représentés dans à peu près la moitié des comités de direction.
Et c'est quelque chose qui est de plus en plus entendu et pris en compte stratégiquement, que la performance d'une entreprise, elle est directement liée à la performance de ses fournisseurs, y compris sur les sujets RSE, comme tu viens de le montrer. Et d'ailleurs, on a des clients qui nous sollicitent pour cette raison, hein, sur ce sujet, pour mettre en place des démarches d'achat responsable et contribuer à la stratégie globale. Alors, Marie-Laure, donc on a bien compris l'implication des équipes achats pour la partie chaîne de valeur. Est-ce qu'il y a d'autres contributions importantes dont on peut parler? Oui, bah évidemment, on va faire un zoom sur ce sujet-là. Ce qui est important à retenir, c'est, là, vous avez un petit peu la représentation graphique des différentes étapes de la CSRD. Donc, ce qui est important, c'est que c'est un projet très transversal, donc il y a la nécessité de sensibiliser les équipes. Ensuite, il y a une partie de diagnostic, d'appréhension qui peut prendre un petit peu de temps. Et le cœur du réacteur, j'ai envie de dire, pour la CSRD, c'est cette double matérialité qui s'étale dans le temps. Vous l'avez compris, vous allez devoir évaluer l'importance des différents sujets. Et ça va être le préalable à la collecte des données et à la mise en place des parties pris stratégiques que vous réalisez et du plan d'action pour conduire au rapport de durabilité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'acheteur, il va avoir un rôle à jouer finalement à toutes les étapes de la CSRD. Le premier, c'est que voilà, ça doit faire partie des personnes qui sont formées parce que c'est un exercice transversal et vous allez le voir, l'acheteur a vraiment un rôle important. Évidemment, votre éclairage, pour rebondir sur ce que disait Sophie, il va être précieux pour l'appréhension de la chaîne de valeur et les différentes parties prenantes, donc les différentes catégories de fournisseurs, leur provenance, les différents pays, etc. Et ensuite, sur la double matérialité, sur l'évaluation de l'importance des sujets, vous allez être aussi sollicité parce que vous allez avoir une expertise très concrète sur la connaissance de l'amont de l'organisation. Euh, et enfin, sur le reporting, là, j'imagine pas de secret, mais on va vous demander, une fois que tout ça est réalisé, une fois que les indicateurs sont bien mis en place, de contribuer à la collecte de données et des justificatifs qui doivent être mis en œuvre dans le cadre du reporting de durabilité. Je n'ai pas parlé du rôle stratégique parce que voilà, on en reparlera après, mais vous allez voir que quand on réfléchit aussi à la stratégie enfin, de la mise en place du plan d'action, vous allez avoir un rôle important, en tout cas à jouer dans cet exercice-là. Donc, vous avez vraiment, vous allez être au cœur du processus. Donc l'acheteur, de par voilà, son métier, il est évidemment associé à ce terme jargonneux qui est le SRS2, qui est finalement la norme qui porte sur les travailleurs de la chaîne de valeur. Et pourquoi vous allez être sollicité acheteur, c'est que vous êtes les personnes finalement qui connaissent probablement le mieux l'amont de l'entreprise et puis les conditions de travail des fournisseurs qui sont des parties prenantes clés. Donc vous allez avoir de la visibilité sur les différentes catégories d'achat, sur la provenance des produits, sur peut-être les dépendances éventuelles aux fournisseurs. Et tout ça vont être des informations très, très précieuses pour identifier quels sont les impacts sur l'environnement et sur la société. Et puis aussi pour comprendre quels sont les risques, voir les opportunités financières que ça peut représenter pour l'organisation. Donc, vous allez être vraiment, en quelque sorte, l'interlocuteur clé, en tout cas, sur cette ESRS2 qui sont les travailleurs de la chaîne de valeur. Mais pas que. Votre connaissance finalement sur de nombreux sujets, votre métier qui est très transversal, qui répond aux différents besoins de l'organisation, il va être précieux sur plein d'autres sujets. Et notamment sur tous les sujets dont on a parlé rapidement, mais les différentes catégories, donc l'environnement, le social et la gouvernance. Et on va aller vous demander de contribuer soit à l'évaluation de l'importance des sujets, soit à la collecte de données sur l'ensemble de ces dimensions. Donc, juste pour vous donner un exemple, si on prend le SRS E1, par exemple, la norme qui porte sur le changement climatique, vous allez intervenir sur le bilan carbone, comme on en parlait, et la visibilité sur les fournisseurs. Mais on va peut-être vous demander aussi sur s'il y a un risque de pollution, d'inondation, par exemple, d'un de vos fournisseurs clés, de le préciser parce que c'est un risque aussi par rapport au changement climatique. Et vous avez le cas de Porsche là, très récemment qui peut perdre jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires parce qu'un un de ses fournisseurs clés a été inondé. Donc ça, c'est aussi des choses que vous allez
des informations que vous allez devoir communiquer, en tout cas dans le cadre de cette CSRD. Et pour vous donner un autre exemple, donc sur la norme E2, sur l'environnement, la deuxième sur la pollution, on va vous demander peut-être quelle est la fabrication des produits, est-ce qu'elle requiert des produits chimiques, pour quelle catégorie de produits, etc. Donc, vous voyez que vous allez pouvoir avoir un rôle clé. Je ne vais peut-être pas décliner toutes les différentes normes environnementales, sociales et de gouvernance, mais vous allez avoir un rôle clé à jouer sur les autres enjeux environnementaux, notamment l'eau, la biodiversité et puis les ressources et l'économie circulaire, possiblement aussi sur les différents ESRS, les normes sociales. Et puis, il ne faudra pas oublier l'aspect de gouvernance parce que là, on va aller vous demander notamment des sujets tels que le paiement des fournisseurs ou encore ce qui a été mis en place au niveau de l'éthique et de la corruption sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, vous allez être vraiment non seulement le référent pour les sujets des travailleurs de la chaîne de valeur, mais aussi un partenaire privilégié des autres référents qui vont porter les autres normes. Et puis surtout, ce qui est important à retenir, c'est qu'au-delà de ces deux rôles, enfin en tout cas notre vision, c'est vraiment que vous allez devenir un acteur essentiel en termes de stratégie. Pourquoi? Parce que vous avez une vision très globale, très transversale sur un certain nombre de sujets liés à l'amont. Et un peu comme le bilan carbone, on se rend compte que les impacts de durabilité, ils relèvent beaucoup de l'amont des organisations. Et donc la direction va venir demander votre expertise pour faire un certain nombre d'arbitrages absolument essentiels. Si par exemple vous êtes une entreprise d'impression, on va vous demander voilà, quelle est la quantité d'eau utilisée, d'où provient le bois pour faire le papier, quelle quantité de carbone ça émet, etc. Et ces données, elles vont permettre à la direction de décider si elle passe à la digitalisation, si ils passent au papier recyclé, par exemple, s'ils diversifient leurs activités ou s'ils font un mix des trois. Donc vous allez vraiment avoir un rôle clé pour évaluer la faisabilité des projets, le temps nécessaire à leur réalisation, d'identifier les freins ou les dépendances qu'il pourrait y avoir à des fournisseurs, voire même, Sophie en parlera, d'initier un dialogue finalement avec les parties prenantes pour innover et se servir de la CSRD comme vraiment un exercice qui contribue à la stratégie et à la résilience des modèles d'affaires. Merci beaucoup, Marie-Laure, hein, d'avoir rappelé ce qu'est la CSRD et puis de nous avoir montré où et comment les acheteurs vont s'impliquer dans ces projets-là. Toi et ton équipe, vous accompagnez les entreprises hein, dans des projets CSRD et du coup, tu as pu vivre l'embarquement des équipes achats dans ces projets-là. Euh, Selon toi, quels sont les principaux défis rencontrés par les acheteurs lors de ces missions? Mais il y en a beaucoup. Alors, l'idée, c'est pas de faire voilà, une liste à la Prévert, mais en tout cas d'en identifier certains, des difficultés rencontrées qui sont assez inhérents finalement au métier d'acheteur, mais c'est notamment la multiplicité des acteurs et des fournisseurs que vous allez pouvoir gérer avec des activités, des géographies qui sont pas pareilles, parfois le manque de visibilité, en tout cas sur la chaîne amont, le nombre de thématiques à traiter, notamment là au regard des différents enjeux de durabilité, le fait que parfois il n'y a pas assez de ressources simplement pour aller chercher des informations ou entamé un dialogue avec les différents fournisseurs. Et puis, puisque la CSRD va parler de données, c'est aussi cette accessibilité aux données. Parfois, on se rend compte que dans certains pays ou avec certains fournisseurs, voilà, on ne peut pas avoir les données nécessaires ou que les données qu'on obtient ne sont pas qualitatives. Donc, ça fait beaucoup de défis, en tout cas, à appréhender dans la mise en œuvre de la CSRD, mais il faut rester très optimiste et pragmatique. C'est une démarche progressive. Merci de nous rassurer sur ce point, Marie-Laure. Alors, je propose maintenant de passer à la seconde partie de ce webinaire et à notre focus sur le fameux ESRS S2 qui traite des travailleurs de la chaîne de valeur. On a choisi de faire un éclairage sur cette thématique parce que, on vient de le voir, hein, vous, en tant qu'expert des chaînes d'approvisionnement, vous aurez donc ce rôle particulier de référent sur cette thématique. Et puis, les aspects sociaux, c'est pas toujours les sujets qui sont traités en priorité dans les entreprises. On voit que de nombreuses entreprises sont plus avancées sur les sujets environnementaux. Et pourtant, les aspects sociaux, c'est des sujets qui sont de plus en plus sensibles à cause de plusieurs facteurs, hein. Il y a l'accroissement des inégalités, des risques qui augmentent, notamment par rapport au travail forcé, au non-respect des droits humains, qui vont de pair avec les crises migratoires qui sont de plus en plus fréquentes. Donc, on avait envie de vous en parler un peu plus en détail. Mais avant ça, je voudrais faire une petite aparté sur la CSRD et la CS3D. Vous en avez
bien sûr entendu parler, si vous êtes acheteur dans l'auditoire. La CS3D, c'est la Corporate Sustainable Due Diligence Directive. Donc, c'est le devoir de vigilance européen qui fait partie de l'assortiment réglementaire dont vous a parlé Marie-Laure tout à l'heure. Et bon, en simplifiant, pour vous donner quelques clés, c'est une directive qui va contraindre les entreprises qui sont concernées à appliquer ce qu'on appelle la diligence raisonnée envers leur chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'elles vont devoir identifier les risques et impacts ESG dans leur chaîne, les cartographier et mettre en place des mesures d'atténuation et de gestion de ces risques. Donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi des mécanismes de gestion des griefs, des mécanismes de remédiation, un plan de transition climatique qui sont demandés. Bon, là, l'objectif, c'est pas de vous faire une explication très détaillée de ce qu'est la CS3D, mais plutôt de mettre en avant la cohérence qu'il y a entre la CSRD et la CS3D. Les deux directives traitent toutes les deux des risques et impacts dans les chaînes de valeur et elles ont comme point commun vraiment de mettre en avant une meilleure compréhension de la chaîne de valeur. Donc, c'est un point commun qui est important. Là où elles vont être différentes, ces directives, c'est que la CSRD, ça oblige à une obligation, enfin, ça oblige à dire ce qu'on fait. Bon, évidemment, derrière, il y a toute une réflexion pour identifier ces dépendances, ces vulnérabilités, mais au final, on oblige à dire ce qu'on fait dans un cadre donné et d'expliquer sa stratégie. Et puis la CS3D, elle va aller un peu plus loin en imposant des moyens d'action. Ça veut dire ce que vous devez faire, quelle approche vous devez avoir pour gérer ces risques-là. Et puis, la CSRD, ce qui est aussi important à avoir en tête, c'est qu'il y a des sanctions financières qui sont, euh, qui sont prévues en cas de non-respect de cette obligation de faire. Donc, on est sur des calendriers et des périmètres d'application qui sont différents, hein. La CS3D, elle s'appliquera qu'à partir de 2027 pour les entreprises qui sont concernées par les premiers seuils d'application. Et puis, on n'est pas d'ailleurs sur les mêmes seuils tout à fait, mais c'est quand même important de bien avoir cette cohérence en tête. C'est important pour les entreprises qui sont soumises aux deux, parce que l'approche est la même, mais c'est aussi important pour les entreprises qui ne sont pas directement soumises à la CS3D, mais dont les clients peut-être sont concernés, parce que vous allez avoir des demandes qui découlent de cette réglementation. Voilà, donc la CSRD, elle va préparer la CS3D et la CS3D va nourrir la CSRD. Donc il y a vraiment des ponts très importants entre ces deux réglementations. Voilà, je termine cet aparté. On va revenir à notre sujet principal qui est l'application de la CSRD sur la thématique des travailleurs de la chaîne de valeur. Alors d'abord, qui sont-ils, ces travailleurs de la chaîne de valeur? Donc, c'est les personnes qui exécutent un travail dans la chaîne de valeur amont et aval de l'entreprise, sur lesquelles ben, vous pouvez avoir une incidence importante. Là, je vais juste faire une petite précision. Donc, on parle bien de chaîne de valeur. Donc, on parle de l'amont avec ben, les fournisseurs. Du coup, c'est votre périmètre de responsabilité. Mais il y a aussi l'aval avec la distribution des produits, par exemple. Ici, on va mettre de côté la partie aval pour nous concentrer sur le périmètre amont qui nous intéresse avec le sujet de ce webinaire, mais sachez que les demandes sont les mêmes envers les travailleurs de la chaîne aval. Une précision sur les obligations de reporting sur ce sujet-là. Il y a un délai supplémentaire qui est accordé aux entreprises de moins de 750 salariés. Si vous êtes concerné, vous aurez un délai supplémentaire de 2 ans pour reporter sur les indicateurs enfin les data points, on va y venir. En tout cas, sur tout ce qui est lié à ce sujet-là, même si c'est un sujet qui est identifié comme matériel pour vous. Alors, de quoi parle-t-on? À quoi on s'intéresse quand on parle des enjeux sociaux envers les travailleurs de la chaîne de valeur? Les textes de la CSRD, ils précisent les sujets auxquels on s'intéresse à travers trois sous-enjeux, pardon, que vous voyez à l'écran, et 18 sous-enjeux. Donc, c'est assez cadré. Et sachez que cette organisation, elle est similaire enfin, c'est les mêmes enjeux qu'on retrouve dans le SRS S1 sur les travailleurs dans vos propres effectifs cette fois-ci, ce qui est tout à fait cohérent. Donc, c'est des sujets qui sont liés au respect des droits de l'homme, au respect des droits du travail, qui font écho à des textes de référence
des textes internationaux, comme par exemple les conventions de l'OIT. Enfin, c'est des choses que vous connaissez déjà sans doute. Donc, sur le pilier des sous-enjeux, ici, on va retrouver des sujets comme les salaires décents ou les sujets de santé, sécurité, les heures de travail. Sur la partie égalité et traitement des chances pour tous, on peut noter qu'on retrouve des sujets comme la discrimination, l'inclusion ou l'égalité de rémunération homme-femme. Et puis dans le troisième enjeu, bah, c'est des sujets liés au travail des enfants, au travail forcé ou encore les conditions de logement. Donc ici, sur ce sujet-là, vous serez amené à contribuer à plusieurs étapes, hein, comme l'a expliqué Marie-Laure tout à l'heure, pour répondre à la question, est-ce que notre chaîne de valeur amont est concernée par ces enjeux? Est-ce qu'on a des impacts, des risques qui en découlent et où sont-ils situés? Donc pour répondre à ces questions-là, une de vos premières contributions sera de participer à la schématisation de la chaîne de valeur. Ici, vous voyez, on a représenté de façon très simple, très schématique, une chaîne de valeur, donc amont et aval. Alors peut-être une précision, en fait, cet atelier, enfin cet exercice pour schématiser la chaîne de valeur, il n'est pas lié spécifiquement à l'ESRSS2, c'est quelque chose qui sera fait au global et qui servira pour toutes les thématiques. Donc, l'objectif de cette étape, enfin, de la schématisation de la chaîne de valeur, c'est d'avoir une très bonne vision des activités amont, ce qui va permettre de pouvoir bien se questionner sur où sont les risques, où sont les opportunités, quels sont les impacts thématique par thématique. Donc vous voyez, on suit la logique cycle de vie, hein, dans la chaîne de valeur. On va vraiment de la production des ressources, des matières premières à la fin de vie du produit. Donc ici, nous, on s'intéresse plutôt à la partie amont, comme je disais tout à l'heure. Et à cette étape, on va vous demander, à vous les acheteurs, de décrire de façon très précise les différentes activités qu'il y a dans les chaînes d'approvisionnement et les différentes parties prenantes qui sont associées. Et grâce à ces informations, grâce à votre contribution, on va pouvoir passer de quelque chose de très générique, comme vous le voyez à l'écran, à quelque chose de beaucoup plus spécifique et qualitatif, comme par exemple cette chaîne de valeur, qui est un exemple de chaîne de valeur pour une entreprise de la restauration. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de détails dans la typologie d'activité, dans le type de fournisseur de rang 1. Il y a les activités de transport, de stockage, les transformations agroalimentaires, les premières transformations plus spécifiques, l'abattage, la découpe. Enfin, il y a vraiment beaucoup plus de détails. Et pour chaque activité, on identifie donc les parties prenantes qui sont susceptibles d'être impactées. Donc ici, dans cette chaîne de valeur, on peut retrouver les agriculteurs, les coopératives, les grossistes, les industriels, les prestataires logistiques. Marie-Laure, peut-être que tu peux nous éclairer. Tout à l'heure, tu nous as dit que les acheteurs allaient aussi nourrir l'identification des fameux heroes, les impacts, les risques, les opportunités. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, comment on s'y prend au stade de la chaîne de valeur pour identifier ces impacts, risques et opportunités? Oui, c'est une bonne idée. Je pense que, enfin, voilà, utilisons un exemple parlant pour refléter cette double lecture et ce double prisme, hein, de la matérialité financière et de la matérialité d'impact. Donc, si on prend l'exemple d'un fournisseur clé, par exemple, qui rencontre des problèmes de sécurité, ben, sur sa chaîne par exemple, industrielle, forcément, l'entreprise va être livrée en retard. Donc, ça va avoir un impact. Donc, là, on est vraiment sur la matérialité d'impact. Un impact négatif, évidemment, sur la sécurité de ce fournisseur. Ça peut résulter de différentes choses, des mauvaises conditions de travail, par exemple, du fournisseur, ou d'une pression constante, par exemple, de votre entreprise sur les fournisseurs. Mais j'ai envie de dire, quelle que soit la source, ce qui est important, c'est d'analyser s'il y a un impact significatif important sur la sécurité de ces fournisseurs. Donc, il y a un impact qui est négatif, mais sous le prisme de la matérialité financière, il va y avoir aussi un risque d'approvisionnement, par exemple, pour votre entreprise. Et le risque, il va aussi s'étendre finalement sur les clients finaux, puisqu'il y a un risque de livraison tardive du client final.
Donc là, ça va avoir possiblement des incidences financières qui sont importantes sur l'entreprise. Ce qui est intéressant, si par exemple vous avez une catégorie de produits clés qui est fabriquée à l'autre bout du monde, sur lequel vous n'avez aucune visibilité sur les conditions de travail et donc qui peuvent représenter un risque, et ben peut-être qu'il faut s'interroger sur les opportunités qui peuvent être, que ça peut créer d'un point de vue financier. Donc une des opportunités financières, par exemple, ça pourrait être de trouver ce même fournisseur, mais qui soit sur le sol européen, parce qu'il va respecter évidemment les réglementations sociales et donc il y aura moins d'incidence, en tout cas en termes de sécurité probablement. Et puis, ça aura d'autres démarches vertueuses sur une approche locale, par exemple. Donc, ça peut vraiment représenter une opportunité importante pour l'organisation. Ou une autre opportunité, ça pourrait être d'innover pour anticiper les demandes des clients, par exemple, et faire en sorte que vous mettez moins de pression sur ce fournisseur. Donc, les opportunités, elles vont vraiment dépendre de votre entreprise et des incidences financières positives que ça peut générer. Et on va vous demander d'évaluer ces opportunités. Donc, est-ce que, par exemple, voilà, quel est l'ordre de grandeur? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est une opportunité qui est significative et sur laquelle, du coup, la direction a tout son sens euh, de prendre une décision pour implémenter quelque chose. Donc, que vous ayez de l'influence ou pas sur, en tout cas, la chaîne de valeur, ce qui est clé, c'est d'avoir une photographie, notamment enfin, des impacts, des risques et des opportunités, et donc d'avoir une responsabilité qui est étendue. Ensuite, vous allez, pour vous rassurer, vous n'allez pas mettre en place des actions sur enfin, voilà, sur tous les risques, opportunités et impacts qui sont identifiés, mais vraiment, ça va vous permettre, cette photographie, de prendre les bonnes décisions stratégiques voilà, et d'accompagner la vision qui est portée par l'organisation. Merci Marie-Laure. Alors, peut-être je vais faire un dernier commentaire sur cette partie-là, chaîne de valeur, parce que c'est vrai que la très bonne connaissance des chaînes d'approvisionnement, c'est souvent la première étape de la mise en place d'une démarche d'achat responsable pour identifier bien sûr les risques, mais aussi identifier les partenaires avec qui on va pouvoir mettre en place des projets. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus hein, des projets de sécurisation des filières qui impliquent pas seulement le rang 1, mais aussi des rangs inférieurs. D'où l'importance de bien connaître comment sont faites les filières. Alors, on va passer à la partie reporting, la fameuse partie sur les éléments obligatoires à reporter si votre entreprise a identifié le SRS social sur les travailleurs de la chaîne de valeur comme matériel. Donc, c'est les fameux data points. Peut-être que vous avez entendu parler de ce mot jargonneux. C'est donc ces éléments de reporting communs qui vont permettre d'avoir de la comparabilité entre les entreprises. Ici, pour le SRS S2 sur les travailleurs de la chaîne de valeur, vous voyez que les informations qui sont demandées, elles sont organisées en différentes parties. Il y a les informations stratégiques, les informations sur les politiques, les actions et les cibles et métriques qui sont mises en place. Ce qu'on peut relever, c'est que les informations qu'on vous demande à ce stade, ce sont surtout des informations narratives et pas forcément des chiffres ou des indicateurs quantitatifs. Pour l'instant, on est dans des déclarations qualitatives, mais ça peut évoluer parce que, il va y avoir des normes sectorielles qui vont venir compléter les textes de la CSRD et peut-être que vous aurez des données quantitatives à fournir à partir de 2026 ou quand les normes vont sortir. D'un point de vue des acheteurs, je dis parce que je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs dans l'auditoire, il ne faut pas seulement voir tous ces éléments de reporting comme une liste d'informations que vous allez devoir transmettre, comme des informations que vous allez devoir collecter, mais comme quelque chose qui va vraiment vous permettre de structurer votre démarche d'achat responsable pour ceux qui commencent ou pour ceux qui sont déjà matures et avancés sur le sujet. C'est quelque chose qui va vous permettre d'identifier là où vous avez des manques, là où il y a des trous dans la raquette, là où vous devez travailler pour renforcer vos points faibles. Alors, je vais vous donner quelques éléments sur ce qu'il y a dans les informations demandées.
dans cette ESRS. Si on regarde hein, le pilier bleu, le pilier de la stratégie, en fait, vous allez devoir expliquer deux choses. La première, ça concerne la façon dont vous intégrez les parties prenantes dans vos prises de décision. Vous savez que les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement, ils sont considérés comme des parties prenantes clés de l'entreprise. Donc, vous devrez expliquer comment vous faites le lien avec eux, c'est-à-dire comment vous prenez en compte leur point de vue, leur intérêt dans votre stratégie. C'est aussi à ce moment-là, à cet endroit-là, qu'on vous demandera quelques informations qualitatives sur le type de travailleurs qui sont dans vos chaînes d'approvisionnement, sur les zones géographiques où vous avez identifié des risques significatifs. Dans cette partie, vous devrez aussi expliquer les impacts, les risques, les opportunités que vous avez identifiées, dire, écrire, expliquer, pardon, comment vous les avez identifiées et puis comment vous les gérez. Ensuite, les autres types de données, là, les Minimum Disclosure Requirements, c'est des données donc sur les politiques, les actions, les objectifs et les indicateurs qui sont assez classiques hein, des grandes étapes d'une démarche d'achat responsable. Donc, vous avez sans doute déjà des éléments. Dans la partie politique, on va vous demander d'écrire vos politiques, vos engagements sur le sujet. On va vous demander de dire si vous avez un code de conduite fournisseur et de décrire globalement comment vous appliquez cette politique et ce code de conduite. Au regard des process de dialogue avec les parties prenantes, ici, on va vous demander la façon dont vous interagissez avec les travailleurs de la chaîne de valeur ou alors avec leurs représentants. Comment voilà, quand est-ce que vous les rencontrez, comment, à quelle fréquence, est-ce que ce sont des rendez-vous avec des ONG spécialisées, représentatives, est-ce que vous rencontrez des syndicats de travailleurs? C'est ce type d'information qui va vous être demandé. Et puis, dans le troisième bloc des politiques, on va s'intéresser aux mécanismes d'alerte et de rémédiation. Donc, vous devrez expliquer si vous en avez mis en place. Hein. Les mécanismes d'alerte, je rappelle, c'est des mécanismes qui permettent aux parties prenantes dans vos chaînes d'approvisionnement de vous alerter directement en cas de constat d'un problème. Donc ici, en lien avec les droits humains ou les droits du travail dans les chaînes d'approvisionnement, mais ça peut être sur n'importe quel sujet. L'objectif, c'est d'être informé directement sans passer par les intermédiaires de votre chaîne d'approvisionnement, ce qui permet d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe dans vos chaînes d'approvisionnement. Donc ici, vous devrez décrire comment les problèmes qui ont été soulevés sont traités, comment vous les suivez, comment c'est surveillé, et est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous mesurez si tout ça est efficace? Après, dans la partie action, donc là, vous devrez expliquer ce que vous faites pour gérer les enjeux qui ont été identifiés comme matériels. On va le détailler juste après, et je vous montrerai l'ensemble des points de données qui sont obligatoires. Mais pour finir sur cette partie et sur la vision globale de tout ce qu'on va vous demander, on va aussi vous demander dans la partie cible, objectif, en fait, ici, on va vous demander d'expliquer comment vous avez impliqué les chaînes de valeur, les travailleurs, pardon, de la chaîne de valeur ou leurs représentants dans la définition de vos objectifs et comment vous les informez du suivi de l'atteinte de ces objectifs. Quelque chose qui est un peu particulier sur l'ESRSS2 sur les travailleurs de la chaîne de valeur, c'est qu'il n'y a pas de métrique pour l'instant. Il n'y a pas d'indicateurs précis, quantitatifs qui sont exigés dans le reporting, mais ça peut arriver. Il pourrait y avoir des demandes comme par exemple divulguer le montant d'achat ou alors le pourcentage de montant d'achat que vous avez qui est fait auprès de fournisseurs qui sont identifiés à risque fort sur les sujets sociaux. Voilà, ça pourrait être ce type d'indicateur. Alors, je vous propose de regarder en détail ce bloc, hein, le bloc des actions dans le reporting qui vous est demandé. Comme ça, vous allez voir un peu le type de demandes qui sont exprimées dans les textes de la CSRD. Donc, vous voyez que c'est des obligations de divulgation ou de description sur plusieurs sujets. On va vous demander de décrire les actions que vous faites pour prévenir, atténuer ou remédier les impacts négatifs que vous aurez identifiés et d'expliquer les leviers auxquels vous faites appel pour les réduire. Ça peut être des actions sur les contrats. Est-ce que vous mettez des clauses particulières dans les contrats? Ça peut être des programmes d'évaluation des fournisseurs ou alors la mise en place de programmes de formation pour vos fournisseurs ou encore des actions collectives. Ici, vous devrez aussi expliquer si vous avez prévu des mesures de rémédiation, de réparation, s'il y a un problème qui est avéré dans vos chaînes d'approvisionnement.
Vous devrez aussi décrire comment vous vous assurez que vos propres pratiques internes et pratiques d'achat ne contribuent pas à des impacts négatifs. Par exemple, quand vous mettez fin à un contrat ou quand vous passez des commandes qui seraient supérieures à ce qui était prévu au contrat initial. Voilà, comment vous vous assurez que ces pratiques-là n'ont pas d'impact négatif sur les travailleurs de la chaîne de valeur. Vous aurez aussi une obligation de divulguer les problèmes graves que vous aurez identifiés qui sont liés aux droits de l'homme dans les chaînes d'approvisionnement amont. Donc, vous aurez l'obligation de le dire, que vous avez constaté ces problèmes-là. Et vous aurez aussi la possibilité de décrire toute initiative qui mène à des impacts positifs. Et puis, vous devrez dire quelles sont les ressources internes mobilisées, c'est-à-dire quelle fonction en interne est responsable de tout ça, quel pilotage vous avez mis en place, enfin, quelles ressources vous avez dédiées à la gestion de cet enjeu. Et puis, bien sûr, comme dans beaucoup d'autres SRS, il faudra expliquer comment vous mesurez l'efficacité des actions que vous aurez mis en place. Est-ce que vous faites des audits internes? Est-ce que vous faites des audits externes? Est-ce que vous faites des évaluations d'impact? Peut-être que vous avez des notations externes qui peuvent regarder comment l'efficacité de vos process. Peut-être que vous utiliserez le mécanisme de gestion des griefs pour mesurer l'efficacité de tout ce que vous avez mis en place. Donc voilà pour la partie compréhension des textes. Et pour compléter cette liste de points de données à divulguer, on voulait compléter ça en partageant quelques exemples concrets de démarches d'achat responsable qui pourront alimenter les rapports de durabilité sur le sujet social, hein, et travailleurs de la chaîne de valeur, mais pas seulement. Donc, c'est des choses qui vont vous permettre de répondre à toutes ces données de reporting obligatoires. Alors, le premier exemple qu'on voulait partager avec vous, c'est un exemple de déploiement des grands principes de la diligence raisonnée par Takasago. C'est un groupe international qui fabrique des arômes et des parfums. On a travaillé avec eux pour élaborer une cartographie des risques de fournisseurs de rang 1. L'objectif, c'était d'identifier où étaient les risques RSE les plus importants parmi leurs fournisseurs de rang 1 pour pouvoir ensuite déployer des mesures de prévention et d'atténuation, qui étaient adaptées à ce risque fort. Suite à cette cartographie, on a construit ensemble un référentiel d'évaluation interne qui avait pour but d'évaluer le respect de la politique d'approvisionnement durable de cette entreprise par ses fournisseurs et de gérer les risques forts qui avaient été identifiés. Donc, on a travaillé ensemble à un programme complet d'évaluation qui incluait cette grille d'évaluation, mais pas que, où on a précisé à quelle fréquence il fallait faire les évaluations, que faire en cas de non-conformité, quel process décisionnel devait être mis en place suite à la réception des résultats d'évaluation, quelle gouvernance on peut mettre en place et quel pilotage on peut mettre en place pour que ce soit vraiment inscrit dans les pratiques des achats quotidiennes. Donc, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec ces fournisseurs de rang 1. Cependant, en fonction d'où sont situés vos risques, hein, peut-être que vous verrez que vos hotspots, ils ne sont pas tellement chez vos fournisseurs de rang 1, mais peut-être plus en amont dans la chaîne d'approvisionnement. Peut-être qu'ils sont chez vos fournisseurs de rang 2, 3, 4 ou plus amont. Donc, ça peut être important de mettre en place des actions qui impliquent les fournisseurs de rang inférieur. C'est ce qu'on a fait ici avec une des entreprises avec qui on travaille, qui est dans le filière de la parfumerie et qui a des enjeux sociaux forts en amont de ces chaînes au niveau de la production agricole. Donc, on a mis en place un projet ensemble qui repose vraiment sur le dialogue partie prenante entre ce donneur d'ordre et ses fournisseurs de rang 1, 2 et 3 pour adresser le sujet des conditions de travail à l'amont. Donc pour ce projet, on a d'abord fait un diagnostic des risques, un diagnostic terrain pour mieux comprendre quels étaient les risques et les blocages, mais aussi pour commencer à identifier des leviers d'amélioration et puis des leviers de motivation qui pourraient permettre d'améliorer la situation sur le terrain. Ensuite, une grande partie du projet, c'est du dialogue entre parties prenantes avec le fameux donneur d'ordre et ses fournisseurs de rang inférieur. C'est vraiment important d'avoir une bonne coordination et un bon dialogue pour avoir une approche
commune, une approche coordonnée pour impliquer tout le monde dès le début du projet et surtout pour décider des choses qui vont être adaptées et qui vont être déployables au niveau des rangs inférieurs. Donc avec cette entreprise, on a déployé des programmes de formation spécifiques sur des sujets qu'on avait identifiés à risque donc ces formations, on les a déployées auprès des fournisseurs de rang 3, donc quand même assez en amont dans la chaîne pour essayer d'atténuer ce risque-là. Et puis on a travaillé ensemble aussi sur le suivi, la mesure de l'efficacité des mesures qui avaient été déployées. Donc ça montre les nouvelles façons de travailler ensemble, des façons de travailler plus collaboratives qui sont très intéressantes. Je viens de jeter un coup d'œil au timer. Je vois on a été un peu bavarde. Je vais avancer un peu plus C'est vite. ça. Ouais, le dernier type de choses qu'on peut mettre en avant, c'est des approches collectives avec la concurrence, des approches collectives de filières pour mettre en commun les ressources, les moyens et pour essayer de faire bouger une filière, d'avoir plus d'influence dans un intérêt commun. Donc là, on vous a mis un exemple, l'ASD, Action for Sustainable Derivative. C'est une approche qui est coordonnée par le cabinet Transition, qui est aussi un cabinet de conseil qui appartient au groupe EcoCert et qui a une expertise très poussée sur les filières spécifiques. Et dans ce groupe de travail, ben, les entreprises travaillent ensemble sur les sujets de traçabilité, de gestion des risques et d'engagement des fournisseurs et de mise en œuvre de projets d'impact. Alors voilà, on a été un peu bavarde, on a partagé pas mal de constats. Maintenant, on voudrait vous partager avec vous des recommandations. Marie-Laure, toi qui connais bien l'émission CSRD, quels conseils tu donnerais aux acheteurs qui nous écoutent? Le principal conseil que je donnerais, c'est vraiment de ne pas être attentiste par rapport à la CSRD et puis d'anticiper d'ores et déjà les demandes de vos donneurs d'ordre parce que vous allez avoir des demandes probablement internes, on l'a exprimé, mais donc avec des informations qu'on va vous demander de collecter et de reporter dans le cadre de la CSRD. Et puis aussi, peut-être que certains de vos gros fournisseurs, notamment, enfin importants en termes de taille et de chiffre d'affaires, etc., pourraient être amenés à vous demander certaines informations puisque vous ferez partie de leurs clients, donc vous êtes aussi dans leur chaîne de valeur. Donc, ce qui est important, c'est de se former, idéalement, voilà, en tout cas pour anticiper et comprendre ce que ça va représenter. C'est un projet qui est assez transversal. C'est de gagner au fur et à mesure en visibilité sur vos fournisseurs et sur les données. Ça ne veut pas dire tout contrôler, hein. On peut utiliser aussi des bases de données, etc. Mais en tout cas, c'est gagner en visibilité voilà, de manière incrémentale, d'échanger, de continuer le dialogue partie prenante parce que c'est un élément qui est important. D'ores et déjà, d'identifier un peu les patates chaudes ou les hotspots en fait, des sujets qui sont vraiment de durabilité, qui sont clés sur l'amont. Et puis d'essayer d'avoir voilà, une démarche proactive pour demander, en tout cas, demander des données et mettre en place les plans d'action appropriés pour y répondre. Donc, impliquez-vous aussi dans le choix des outils de reporting parce que ce qu'on voit, c'est que ça va avoir une incidence sur les métiers. Donc, voilà, il y a différents choix arbitrés, en tout cas pour le reporting de durabilité. Donc, n'hésitez pas à faire partie de ces échanges. Donc, en conclusion, je dirais que voilà, pour appréhender la CSRD, plus vous vous préparez, mieux ce sera et plus digeste ce sera pour la mise en œuvre opérationnelle dans vos métiers. Merci pour ces conseils précieux. Alors, on avait prévu un temps d'échange qui va être très très court vu le timing. J'aurais simplement vous rappeler les messages clés qu'on vous a délivrés. Puis, je ne sais pas si peut-être qu'on a une remarque ou une question à prendre dans le chat. Mais voilà, pour vous rappeler les messages clés à retenir, c'est que les achats sont concernés hein, très, très fortement par la CSRD, que vous avez une place à prendre qui est importante et qui est stratégique dans la réalisation de cet exercice. Le second message, c'est que la CSRD elle va mettre en place une nouvelle organisation avec des référents par thématique. Et ces référents thématiques, ils vont se tourner vers vous pour tout ce qui concerne la chaîne amont. Et il y a quasiment toutes les thématiques qui concernent les chaînes amont. Donc, vous allez être identifiés comme les experts de ça et vous allez être sollicités sur l'ensemble des thématiques. Le troisième message, c'est qu'il va falloir mettre en place des actions pour traiter les enjeux des chaînes d'approvisionnement, pour travailler avec les fournisseurs. Et peut-être qu'il y a des choses que vous faites déjà, ou peut-être qu'il faudra aller vers des choses plus innovantes, comme on a vu, avec de la collaboration avec des fournisseurs des rangs inférieurs ou de la collaboration entre concurrents d'une même filière. Donc là-dessus, on pourra bien sûr vous accompagner si vous en avez besoin. Comme le disait Marie-Laure,
il est bon de se préparer, se former dès que possible, aller dialoguer avec les fournisseurs et anticiper les besoins opérationnels parce que ça arrive vite. Et puis le dernier message qui était important pour nous de vous faire passer, c'est que vous allez avoir une implication importante dès maintenant hein, pour préparer l'exercice de la CSRD, pour remonter les données. Mais une fois que le rapport sera sorti, ce ne sera pas terminé en fait, ce sera le point de départ puisque après tout ce travail de remontée des données, de réflexion et de reporting, il faudra déployer les feuilles de route, les plans d'action. Et là-dessus, bah, vous serez les responsables de ce déploiement dans les chaînes d'approvisionnement, qui sera d'ailleurs fait en cohérence avec la CS3D, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, Marie-Laure, est-ce qu'on prend une remarque, une question? Il y a beaucoup de questions. Je peux peut-être essayer rapidement de Oui. répondre en tout cas, mais un peu transversale à certaines. Donc, le rôle des achats dans le SRS S1 et S4, bah, on l'a abordé. Vous pouvez avoir un rôle sur justement quels sont les besoins quels problèmes de sécurité ça pourra créer pour vos clients, c'est le S4. Et pour le S5, qui sont vos collaborateurs, mais c'est peut-être aussi les process, voilà, peut-être d'approvisionnement, enfin en tout cas des achats, etc., qui peuvent mettre une pression, par exemple, avoir un déséquilibre chez certaines personnes de conditions de travail et vie perso, jusqu'où on est censé remonter dans la chaîne de valeur. Donc ça, je pense qu'on a donné des éléments, mais vous êtes censé avoir vraiment une démarche très macro de la chaîne de valeur, c'est-à-dire que même vos fournisseurs de rang 10, si vous utilisez, voilà, si vos produits, vous avez besoin de beaucoup de minerais et de les extraire, ben, c'est important. Vous savez que là, il y a un sujet. Vous n'aurez peut-être pas des données très précises, mais vous allez vous appuyer et ça fait, je rebondis sur d'autres questions, sur par exemple des documents d'ONG, etc., sur certains sujets. Ce qui est important, c'est que vous identifiez les sujets qui sont clés pour vos entreprises. Il y avait beaucoup de questions sur les impacts, risques et opportunités, l'évaluation. Donc là, juste sachez qu'on n'est pas rentré dans les détails parce qu'il y avait beaucoup d'informations déjà à donner, mais il y a des critères très précis qui sont donnés pour l'identification de l'importance des sujets, notamment la probabilité et l'ampleur. Il y a des questions sur les solutions digitales. Donc là aussi, il y a beaucoup de solutions digitales qui existent sur les outils. Enfin, nous, on propose des benchmarks, mais il y a plein je sais pas, il y a une quarantaine d'outils qui doivent exister aujourd'hui sur le marché. C'est en évolution constante. Donc, renseignez-vous parce que, comme on le disait, ça pourrait avoir un impact sur vos métiers. Et puis, il y a des questions sur l'accessibilité aux rangs 2 et 3, par exemple, et sur les achats indirects. Enfin, pour moi, c'est pragmatisme, adaptation en fonction du niveau de maturité aussi, d'avoir une démarche incrémentale, de gagner en visibilité. Et c'est pas forcément d'aller chercher des informations très précises sur chaque fournisseur, mais c'est d'avoir une approche globalisante, d'avoir une connaissance aussi sur les sujets vraiment essentiels. Voilà. Donc, j'ai essayé de donner quelques informations, mais il y avait beaucoup de questions. Je ne sais pas si je les ai toutes prises de manière un peu succincte. Ok, merci. Ben, on ne pourra pas traiter toutes les questions parce que le temps nous manque, mais, euh, mais je suis sûre qu'elles étaient toutes intéressantes. Peut-être que ça pourrait faire l'objet d'autres échanges, d'autres webinaires. On les regardera a posteriori. Alors, avant de vous quitter, on voulait vous rappeler que on vous propose une série de webinaires, hein, pardon, sur la CSRD que vous pouvez tous retrouver sur notre chaîne YouTube. Il y a notamment deux webinaires, les deux premiers qui portent sur la dimension stratégique de la CSRD. Le premier, il est sur la valeur transformative de cette directive, et le second, c'est un témoignage client de comment ça s'est passé, la CSRD pour eux. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la façon dont on travaille sur le sujet, je vous invite à regarder ce webinaire. Et puis, là, nos échanges sont enregistrés et seront bientôt disponibles sur la chaîne YouTube des Enjeux et des Hommes. Donc, derniers éléments avant de se quitter, je vais aller vite, mais vous aurez accès à ces informations dans le replay, donc vous pourrez le regarder. Je voulais vous partager quelques éléments là, sur la façon dont nous, on aborde la CSRD et le déploiement des achats responsables. Donc, en quelques mots, sur la CSRD, on a une méthodologie hein, qui est robuste, qui est prouvée, qui est conforme évidemment aux exigences de la directive. Et puis, dans nos accompagnements, on peut s'appuyer sur notre savoir-faire, notre expertise en conseil, en stratégique et notre savoir-faire historique, mais aussi sur notre expertise en déploiement opérationnel des approches de durabilité dans les achats. Autre chose qui nous distingue, c'est qu'on est un cabinet de formation, enfin de conseil et de formation, et c'est très intéressant d'avoir cette approche conjointe, conseil et formation comme un levier
pour vos équipes. On peut coupler ces deux approches. Et enfin, on a un savoir-faire dans la mobilisation des parties prenantes. On a une très bonne connaissance des chaînes de valeur en général et des chaînes de valeur spécifiques via notre collaboration avec le cabinet Transition dont on parlait tout à l'heure, qui a une expertise sur des filières très spécifiques. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre participation. Merci beaucoup Marie-Laure de m'avoir rejoint pour ce webinaire. Merci aussi à Hélène qui est à la technique. Et puis, merci à tous pour vos commentaires et vos remarques. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez poursuivre les échanges. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.